Hey, salut! Ou plutôt heureux. J'ai eu un petit bug, donc on va la refaire. On va la refaire, donc on va tout recommencer. Donc j'espère que je n'ai rien oublié par rapport à ce que j'ai dit au début, sinon bah tant pis. J'espère que vous allez bien. Bon, cette fois tout est ok. L'enregistrement est lancé, donc tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Allez, donc on est parti donc pour la review de WWE Money in the Bank 2020. Donc voilà, donc le pay-per-view avait lieu à deux endroits. Une première partie donc au Performance Center à Orlando et pour deux matchs, donc le Money in the Bank Ladder Match masculin et féminin qui avait lieu donc au siège de la WWE à Stamford. On va commencer directement par le kick-off. Le kick-off où on avait un seul match. En même temps, c'était un kick-off du Nord, donc on n'allait pas s'attendre à avoir 40 matchs. Et on avait un match sur le papier qui se dit il va être plutôt sympa entre Jeff Hardy et Cesaro, notre Suisse à nous. Et on a eu un match qui a pas duré 6 mois, qui était plutôt sympa à regarder, mais rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas le match du siècle. Un bon petit match correct avec une victoire de Jeff Hardy, et ça permet un peu à la storyline entre Jeff Hardy et Sheamus d'avancer un peu, parce que là, Jeff Hardy a vaincu l'ancien partenaire d'équipe de Sheamus, car Sheamus et Cesaro, il y a encore quelques mois, étaient dans la même équipe, faisaient partie de The Bar. Ensuite, après, donc, le reste du kick-off, c'est que du blabla et des présentations des autres matchs. Et on commence directement par le premier match de la carte principale. Un tag team match pour le titre de SmackDown par équipe, avec Big E et Kofi Kingston des New Day. Donc les champions par équipe. Et on a ensuite The Miz et John Morrison, qui sont eux les anciens champions, qui ont droit à leur entre guillemets rematch pour essayer de récupérer la ceinture. On a ensuite les deux hommes masqués, on a Lince Dorado et Grand Metalik de la Lucha House Party qui sont là. A noter que Kalisto, donc le troisième membre de la Lucha House Party, est lui blessé. Si on n'avait pas forcément de nouvelles, ça fait un moment qu'on ne le voit plus sur les écrans, ça fait depuis le mois de janvier je crois. Donc voilà, il est actuellement blessé, il se serait fait une blessure à l'épaule je crois, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien suivi. Il y en a plusieurs qui sont blessés en ce moment, qu'on ne voit plus, c'est pour ça. Et lui, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à l'épaule. Donc il en a pour plusieurs mois. Et donc on a les Forgotten Sons, donc Jackson Ryker, le leader, avec Steve Cutler, et j'oublie à chaque fois le dernier membre des Forgotten Sons, qui est, je vais vous le dire dans un instant, donc c'est Jackson Ryker qui est au milieu de l'image qu'on voit des trois. Jackson Ryker, pour ceux qui suivent un peu le catch, il était à la TNA sous le nom de Gunner. Pour ceux qui s'en rappellent, il faisait un tout début qui arrive en 2010 avec Murphy, enfin pas Buddy Murphy, attention. C'était Gunner et Murphy. Oh putain, ils me disent pas les noms là, ici là où je suis. Ils mettent le nom des matchs, mais pas les. Enfin, ils mettent le nom des équipes, mais
Alors je vais aller ici. Ça, je suis sûr qu'ils vont me le mettre. Hop. Wesley Blake, voilà. Wesley Blake et Steve Cutler. C'est bon. C'est trouvé. Voilà, donc Wesley Blake, Steve Cutler, qui était au match, et Jackson Riker, qui était, lui, en bas du ring pour manager un peu son équipe. Le match, pas très intéressant, je me suis un peu ennuyé par moments. Mention spéciale pour la Lucha House Party, surtout Grand Metalik, qui est pour moi le MVP de ce match. Malheureusement pas récompensé. Les Forgotten Sons ont été plutôt bons aussi. Et déception des New Day qui ont été là surtout pour prendre des coups. Et c'est tout quoi. Et finalement c'est même eux qui restent forts parce qu'ils se prennent des coups, mais c'est eux qui font le tombé final pour garder leur titre. Miz et Morrison, on les aura très peu vus au final lors de ce match, donc plutôt déçus. Donc voilà. On passe maintenant au prochain match. Le prochain match qui était... Alors là, celui-là. R-Truth entre MVP. Alors R-Truth, qu'est-ce qu'il est... Moi j'adore. C'est un entertainer qui est génial. Le mec, pour faire du divertissement, il est mais au top. Niveau catch, il se débrouille, attention. C'est juste que maintenant, vu l'âge qu'il a, c'est normal que il est plus aussi athlétique qu'avant, hein, pour un catcheur de 50 ans quasiment. Voilà. Mais génial comme divertisseur. Voilà. Que dire de ce match? Eh ben qu'il n'a pas eu lieu parce que donc MVP arrive et t'as R-Truth qui lui demande s'il peut lui apprendre à faire le ball-in, qui est un peu la signature move de MVP. Donc MVP qui ok, bah vas-y. Et au même moment t'as la musique de Bobby Lashley qui arrive et qui donc fait le... Donc il fait pas rien du tout, enfin si il fait quelque chose, mais voilà, 1, 2, 3, on va recommencer. MVP qui donc allait faire le ball-in, t'as la musique de Bobby Lashley qui se met en route, Bobby arrive sur le ring. Et là tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça... Déjà il n'y a pas Lana qui est là. Et t'as Bobby qui prend le micro de MVP qui lui fait c'est bon, laisse-le, il est à moi. Ok. Bon bah ouais. Et je suis déconcentré par la musique. Faut que je la mette moins fort dans le casque. Voilà. Je sais quoi, j'ai même la couper, comme ça sera mieux sans trop brancher. Je vais continuer à pou. Donc MVP part. Et donc on a donc le match Bobby Lashley contre R-Truth. Que dire de ce match? Il n'y a absolument rien à dire parce que ce match-là, il dure 2 minutes. Une victoire de Bobby Lashley, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que R-Truth a été ultra divertissant. Ça a été voilà, ça a été le quart d'heure, enfin le quart d'heure même pas, ça a duré 5 minutes, c'était les 5 minutes rigolades. Et il fallait bien ça parce que vu le match auquel on passe après, et bien, il fallait, heureusement qu'on avait bien rigolé avant parce que là, qu'est-ce que je me suis ennuyé sur ce match. C'est le match où j'ai le plus pensé à vouloir faire avance rapide. Je l'ai pas fait, mais ça m'a démangé. Et il y a d'autres matchs aussi où j'y pensais pas, mais pas autant de fois
que les filles. C'est triste à dire, mais Tamina. Non mais ouais, Tamina, stop quoi. Ok, la Tamina Mania, comme dirait Sturi, pas de soucis, mais. Enfin, je veux bien comprendre, mais non. Non, stop. Faut arrêter maintenant. Moi, je peux plus. Je peux plus. Stop la Tamina Mania, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Bailey, c'est pareil, je peux plus. Sasha Banks aussi. Becky, on va continuer à parler du roster féminin, mais Becky Lynch, c'est pareil. Faut qu'il y ait un renouvellement. Faut qu'il y ait un renouvellement, on tourne en rond, c'est tout le temps les mêmes. Toi, le fait que Charlotte soit partie entre guillemets, plus toi dans le roster d'NXT et affronte deux nouvelles personnes qu'elle n'avait pas forcément l'habitude d'affronter, tu vois, l'affronter Rhea Ripley, bon, Mia Yim, si ça faisait un moment qu'elles ne s'étaient pas affrontées parce qu'elles se connaissent à l'époque où Charlotte était à NXT. Mia Yim venait d'arriver, donc voilà. Mais tu vois, elle a affronté Yoshirai, donc tu vois, on a l'impression que pour Charlotte, ils font de la nouveauté, mais pour les autres, bah non. Alors qu'il en faudrait aussi un peu pour les autres. Donc voilà quoi. Et puis leur gimmick changé là, Tamina a un work rate proche de 3. Bailey, quand elle était en face, elle a un work rate de 2. Enfin, maintenant qu'elle est en heal, elle a un work rate de 0. Sacha Banks, c'est pareil, donc au secours quoi. Au secours, c'était la limite de la purge. Donc voilà, une victoire quand même de Bailey, hein. Je tiens à préciser le match. Voilà, ensuite, on passe à un autre match où j'ai longuement pensé à changer. Braun Strowman contre Bray Wyatt, pas The Fiend, Bray Wyatt. Voilà, donc il arrivait avec la musique de la Firefly Funhouse. Que dire de ce match? Pas grand chose. Je me suis un peu ennuyé, il était long. Il y a eu beaucoup de tentatives de Bray Wyatt à faire du Mind Games. Malheureusement, quand tu fais du Mind Games à un mur, bah voilà. Et il a voulu essayer d'apporter un peu de psychologie justement dans le match. Malheureusement, ça n'a pas marché. Le moment, non, il n'y a pas vraiment de moment que j'ai apprécié dans le match, mais il y a un moment où, entre guillemets, ça peut être marquant. C'est Braun qui revient sur le ring avec son masque du mouton noir de Black Sheep. Voilà. Et t'as Bray qui voit ça, qui est tout content, qui est aux anges, donc les deux se mettent de l'un devant l'autre, enfin face à face, je veux dire, à genoux en écartant les bras. C'est comme à l'époque où Bray Wyatt, la Wyatt Family, donc faisait ça en disant vas-y, achève-moi. Donc les deux font ça. Ils se relèvent, ils se font un câlin, et là t'as Braun qui enlève le masque, qui le met au sol, il le piétine, et peu après, on a le running power slam de Braun Strowman sur Bray Wyatt, et tombé 1, 2, 3, victoire de Braun Strowman qui garde son titre. À noter que à la fin du match, on voit Bray Wyatt qui est couché vers un turnbuckle. Et on voit que l'image saute un peu et on voit des petites images du Fiend. Donc on se dit que le Fiend va pas tarder à intervenir. Et ça va être le Fiend qui va s'occuper de Braun Strowman. Ensuite, on passe au main event. Le main event, Seth Rollins qui essaye de récupérer son titre. Je dis bien son titre. Donc voilà, le Monday Night Messiah, le Messie du lundi soir, face au nouveau champion du peuple, le psychopathe écossais. Enfin, c'était à l'époque son surnom.
de Drew McIntyre. Que dire de ce match? Eh ben, que c'est tout le contraire du match d'avant, que toute la psychologie, les mind games qu'il y a eu ont, ont fonctionné. Ont fonctionné. Et ça a été génial. On ne s'est pas ennuyé. Le match a duré une vingtaine de minutes. Et on ne s'est pas du tout ennuyé sur ce match qui était génial. Qui pour moi c'est le meilleur match de la soirée. Avec une victoire donc de Drew McIntyre je suis content s'il a ressorti son vieux finisher quand il était The Chosen One il y a 10 ans. Donc le Future Shock. Seth Rollins a sorti plusieurs super kicks, il a essayé plusieurs stomps. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Et donc après le match, après que donc McIntyre ait fait le tomber après un Claymore kick sur Rollins, il allait sortir du ring. Rollins commence à se relever finalement. McIntyre se relève. Rollins se relève, je veux dire, et McIntyre décide de revenir sur le ring pour serrer la main de Rollins, qui accepte de lui serrer la main, mais avec après une hésitation quand même. Et pour moi, c'est là où la première partie donc et le vrai show Money in the Bank se finissent. Car après, pour moi, ce ne sont pas vraiment des matchs, ce sont plein de petits segments qui ont été rajoutés. Donc, le Money in the Bank masculin et féminin. Donc, chez les hommes, nous avons de gauche à droite Otis, Aleister Black, Daniel Bryan, Rey Mysterio, AJ Styles, King Corbin. L'action démarre donc au Performance Center. On ne sait pas à quel étage, ce n'est pas précisé. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il démarre à la salle de musculation. Après quelques petits lancers de fonte, tout ça, les lutteurs donc quittent cette salle de muscu. On voit Rey Mysterio qui s'arrête devant des toilettes s'il entend du bruit, et on voit Brother Love qui sort des toilettes et qui se rhabille. Ok. Un peu plus tard, on a AJ Styles qui cherche Rey Mysterio de partout, et il bloque devant une affiche, et la caméra se retourne, c'est une affiche de l'Undertaker. Pas rassuré, on voit qu'il commence à devenir blanc, et il continue un peu son chemin tout en cherchant Rey, mais en n'étant pas rassuré, et la première porte qu'il arrive à ouvrir, et on voit un cercueil, et c'est de couleur mauve. Et il fait. Donc là, on se remémore quelques images du Boneyard match entre l'Undertaker et AJ Styles, et il fait non, 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 c'est pas possible, no way, no way. Et là, t'as Aleister Black qui arrive derrière, qui lui met un super kick et qui l'enferme dans cette pièce, et toi, AJ Styles qui hurle de peur. Non, non, je veux pas rester là, non. Donc, plutôt sympa. Ensuite, on approche aussi, on a un petit segment où on a plusieurs lutteurs qui sortent de l'ascenseur, qui s'affrontent, qui s'affrontent, et t'as Black qui part, qui quitte cet endroit, s'il avait suffisamment tapé Mysterio. AJ Styles n'apparaît pas à cet endroit-là. Et donc, t'as Brian qui fait des yes kicks à Corbin, et tu vois à côté Otis qui est en train de faire à chaque fois, à chaque coup de pied, qui fait yes, 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 yes. Donc voilà, et t'as Brian qui s'arrête, qui regarde Otis et qui commence à faire des yes kicks. Et c'est marrant parce que t'as Otis, la manière comme ils font les coups, on a l'impression qu'il fait no, no, no. Donc voilà, et donc t'as Brian qui part, et là d'un seul coup, on voit que la caméra se tourne vers un fauteuil, s'il y a un fauteuil qui est là, et on voit quelqu'un avec une perruque verte qui commence
à lever la tête, et on voit que c'est Dog the Clown qui est là, et qui se recache derrière le fauteuil. Ensuite, on a un angle où il y a aussi les filles qui sont là, mais ça j'en parlerai plus tard des filles aussi. Là, je vais continuer à parler du Money in the Bank masculin. Donc t'as Paul Heyman qui est tranquillement assis, et il y a plein de nourriture autour de lui. Donc il hésite si tout l'intéresse, tu vois qu'il est super content, qu'il va manger. Donc t'as les gars qui arrivent, les filles qui arrivent, et t'as Otis qui entre en transe pour la bouffe. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et ça part en bataille de bouffe, carrément. Donc voilà, moi honnêtement c'est le truc qui m'énerve. Ça me saoule le fait qu'à chaque fois t'as des tonnes de bouffe qui sont gaspillées pour soi-disant divertir les gens. Mais ça fait divertir qui, sérieusement? Sérieusement. J'aimerais bien savoir, à part Vince McMahon, je vois pas qui c'est que ça fait divertir. Quand tu vois que le gars, Vince McMahon, pour lui, le gag le plus drôle, c'est quelqu'un qui tombe dans une piscine. Waouh. Ouais. Donc voilà, et le final donc, de ce segment, c'est Nia Jax et Otis qui se font face à face. Otis qui est en train de manger en même temps, et les deux repartent dans leur coin. On a peu après AJ Styles et Daniel Bryan qui se rendent coup pour coup dans les couloirs et qui rentrent dans une pièce. Et là, d'un seul coup, t'as quelqu'un qui se retourne et qui les regarde en disant mais qu'est-ce que vous faites là? Dehors. En fait, c'était Vince McMahon. Et tu vois, donc quand le gars se retourne, donc tu vois que c'est Vince. Et toi, t'as la musique, c'est son thème d'entrée qui se met en route. No chance. No chance in hell. You got that. No chance. No chance in hell. Donc voilà. Et non, c'est plutôt marrant. Donc voilà, donc les deux sont chez nous, tout, ils remettent les chaises en place, tout machin, ils ferment la porte. Putain, on l'a échappé belle, tout. Et puis d'un seul coup, allez hop, on se remet sur la gueule. Et c'est reparti. On arrive donc vers la fin du match. Donc t'as King Corbin qui est le premier homme à arriver sur le toit. Et hop, il va pour essayer d'attraper la mallette, car il y a déjà Asuka qui est proche de l'attraper, sauf que Asuka elle fait non, tu la laisses, Corbin fait non, tu la laisses, elle est à moi, tout machin, et t'as Asuka qui décide de faire tomber Corbin. Ensuite, que dire d'autre de ce match? Celui n'est pas encore fini, on arrive bientôt à la fin. O'Brien se fait... il disparaît d'un coup. Tout ça parce qu'il se prend le coin du ring sur l'épaule. Donc voilà. Mysterio et Black se font semblant de se faire balancer par-dessus le building. Voilà. Pour les enlever. Donc il reste King Corbin, AJ Styles, Otis est pour le moment KO. Si c'est pris un peu les kicks de la part de AJ Styles, il se relève difficilement. Donc t'as AJ Styles et King Corbin qui ont enlevé la mallette. Ils la tiennent tous les deux. Sauf que Elias arrive par derrière, donne un coup de guitare sur le dos de Baron Corbin. Baron Corbin échappe la mallette, tombe par terre. AJ Styles, bah lui il la tenait mais sans plus, et bah l'échappe et elle arrive dans les bras d'Otis qui devient le nouveau Mr. Money in the Bank pour cette année 2020.
Alors oui, je sais ce que vous allez dire. C'est quoi cette fin à la con? Et je vais vous répondre, oui, je suis d'accord avec vous. Pourquoi ils ont fait cette finale là? Parce que il faut que ce soit un divertissement, il faut que ce soit fun, comme dirait Vince. Donc voilà. Non, franchement, je ne comprends pas pourquoi faire gagner Otis. Pour moi, c'est trop tôt. On verra au prochain SmackDown ce que ça donnera, mais je suis pas forcément emballé par le fait qu'Otis soit vainqueur du Money in the Bank, et maintenant on va voir ce que ça va donner. Sur quelle ceinture il va utiliser? Est-ce qu'il va l'utiliser sur le titre intercontinental? Parce que pour le moment, Otis c'est quand même plus mid-carder que un futur main eventer voilà, en puissance, comme Aleister Black. Je sais pas. Je sais pas, on verra ce que ça donnera. Mais je suis pas forcément emballé, je suis même pas très rassuré. Allez, on passe maintenant au dernier match, le Money in the Bank ladder match féminin. Alors, de gauche à droite, nous avons Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax, Asuka, Dana Brooke, Lacey Evans. Elles sont... On ne sait pas si à quel étage, elles sont devant un ascenseur. T'as Carmella, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke et Lacey Evans qui attendent l'arrivée d'Asuka, sauf qu'Asuka est à l'étage au-dessus où il y a un balcon et elle saute sur les filles et décide de prendre l'ascenseur pour gagner du temps. Elle sort de l'ascenseur à un moment où les mecs se fight, où il y a le fameux passage où Otis fait yes quand Brian fait des yes lock. À un moment, les filles se battent dans une salle de conférence, réunion, où il y a une mallette qui est accrochée au plafond. Dana Brooke l'attrape et elle est contente parce qu'elle croit qu'elle a gagné. Et là, t'as Stephanie McMahon qui arrive qui fait non mais girl, là t'es juste dans une salle de réunion, c'était une mise en condition là pour le Money in the Bank ladder match. Faites la vraie mallette. Elle est tout en haut du building. Donc voilà, j'ai souri en voyant ce moment-là. Ensuite, on les voit donc avec les gars lors du passage où il y a Paul Heyman, Nia Jax qui balance un peu tout le monde de partout, qui fait une powerbomb sur la table pour ne plus voir Carmella, car c'est la dernière fois qu'on verra Carmella. Carmella, ce sera la seule personne qu'on ne voit pas aller jusqu'au toit du bâtiment. Parce que les 6 gars, on les voit, mais chez les filles, on n'en voit que 5. Que dire d'autre? Le match était quand même pas extraordinaire, c'est après on arrive quand même rapidement en haut. Asuka arrive et arrive à mettre KO et hors d'état de nuire ses adversaires, donc les C. Evans, Nia Jax, Dana Brooke et Shayna Baszler. Et elle attrape la mallette donc juste après qu'elle ait enlevé Baron Corbin de l'échelle qui voulait pas que Corbin prenne la mallette. Donc voilà, donc le match a été quand même plus court que celui des hommes. Asuka est vraiment, comme je disais lors des pronostics, c'est vraiment la MVP du confinement en ce moment. Elle est géniale. Elle est géniale. Dommage qu'on ne voit plus en ce moment Kairi Sane qui aussi qui était aussi, elle aussi en total roue libre. Mais wow, c'est génial. C'est génial et pour une fois c'est totalement mérité. Totalement mérité et j'espère qu'elle va gagner un titre.
pourquoi pas l'encaisser sur Becky Lynch ou sur Bayley, pourquoi pas aussi faire un petit transfert de roster, ça peut être sympa. Et c'est donc sur cette note-là que nous arrivons donc à la fin des résultats du pay-per-view, donc WWE Money in the Bank 2020, où je mettrai une petite note de 2 sur 5. Pourquoi cette note-là? Parce que déjà très peu de matchs au programme. Pour moi, les Money in the Bank ladder match ne sont pas des matchs. Voilà. T'as l'impression de regarder une série d'action. Voilà, c'est tout. Les matchs n'ont pas été extraordinaires, à l'image du match par équipe, match féminin pour le titre de SmackDown ou le match du titre universel. Pas terrible. Pour moi, il y a un seul match qui était bon, c'était le titre mondial, donc entre Drew et Seth Rollins, qui était plutôt bon. J'ai rigolé au passage du match de R-Truth. Le match du kick-off était correct, donc voilà. C'est pas le plus mauvais pay-per-view, mais c'est pas le meilleur. Et de loin. Pour le moment, on reste sur le Royal Rumble, qui pour moi est de loin le meilleur pay-per-view de l'année 2020 pour le moment. Je parle en termes WWE. Si je devais faire avec d'autres pay-per-view, je pense que le Wrestle Kingdom était plutôt sympa, que je mettrais aussi dans les premiers. Le pay-per-view de la W était pas mal, mais pas extraordinaire. Enfin, pas qu'il est pas extraordinaire, mais peut mieux faire. Donc voilà, non mais ouais, par contre WWE, pour moi c'est le moment sur les pay-per-view qu'ils ont fait. C'est pas le plus mauvais, c'est Super Showdown, de loin. Mais il est, toi c'est le 5ème pay-per-view de l'année, et pour moi il se classe 4ème. C'est Royal Rumble de loin. En 2, je mettrais WrestleMania 36. En 3, Elimination Chamber, donc en 4 Money in the Bank. Et en dernier, Super Showdown. Allez, c'est sur ces magnifiques paroles que je vais vous laisser une magnifique review qui aura duré 30 minutes. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. La rediff arrivera dans la soirée sur YouTube. Prochain live, on fera ça demain. Demain après-midi, on prendra les lives habituels. Je pense qu'on va faire un peu de Trackmania. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque un peu d'en faire. Donc voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les copains et à très très vite. Ciao ciao.